Bienvenue à IA du Neuf. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé pour l'avenir, comment l'IA transforme à la fois l'exploitation minière et le recyclage. D'un côté, l'IA permet de trouver des ressources plus efficacement et avec moins d'impact sur l'environnement. De l'autre, elle optimise la traçabilité et le réemploi des matériaux, rendant le recyclage plus performant et transparent. Simon Lessard, cofondateur et PDG de Litologique, nous explique comment son entreprise utilise l'IA pour optimiser la prospection minérale et minimiser son empreinte écologique. Gabriel Trottier-Hardy, directeur des affaires publiques et commerciales chez Enim, nous montrera comment l'IA améliore la gestion des matériaux recyclés et soutient une économie circulaire plus durable. Deux approches différentes, mais une même ambition: rendre ces industries plus intelligentes, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. Bonne écoute! Bienvenue sur IA du Neuf, le podcast où on parle d'intelligence artificielle pour comprendre comment cette technologie vient façonner les industries et notre quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un secteur différent, captivant et essentiel: comment la prospection minière et le recyclage utilisent ces technologies-là pour améliorer leur processus ou encore améliorer leur impact sur l'environnement. C'est Laetitia Constantin, développeuse IA et logiciel chez Explorer, qui vous parle, et je suis accompagnée aujourd'hui de Rémi Dion, VP et cofondateur. Je suis très excité aujourd'hui. Aujourd'hui, comme à chaque fois, on parle de l'impact de l'IA dans le milieu de la vie professionnelle. C'est quoi l'impact que ça va avoir dans les prochaines années, mais l'impact que ça a déjà actuellement. Donc, on va commencer par les présentations. Simon Lessard, cofondateur et CEO de Litologique. Gabriel Trottier-Hardy, je suis directeur développement et affaires juridiques chez Enim. Enim pour mine à l'envers, donc on y reviendra, mais c'est un petit anacyclique, un petit clin d'œil à la circularité. Je serais curieux de savoir, commençons avec toi, Simon. Peux-tu nous parler de ton parcours? Toi, tu peux nous parler également de Litologique, c'est ton projet. Qu'est-ce qui a fait que ça a vu le jour? Bien, mon parcours est étonnamment un peu déconnecté de l'industrie minière. J'ai commencé en optique, donc à développer des systèmes d'imagerie optique hyperspectrale pour faire l'analyse de matière. Je travaillais pour une entreprise où on développait des systèmes pour les sciences de la vie, les matériaux avancés. On n'était pas dans les mines, là. Non, on n'était pas dans les mines à l'époque. Et un jour est arrivée une opportunité de développer une verticale qui touchait une application dans les mines spécifiquement. Et c'est là que j'ai découvert ce monde-là qui est vraiment fascinant. Pour moi, les mines, puis je pense que ça peut-être la perception de bien des gens, c'est des marteaux, des roches, de la dynamite, puis des camions. Ce que j'ai découvert, c'est que l'industrie, c'est beaucoup plus que ça. C'est une industrie qui est fascinante, tant par ses défis qui sont très, très immenses et multidisciplinaires, mais aussi les opportunités qu'il y a d'amélioration. Puis l'industrie investit énormément pour s'améliorer. Et pour comprendre un peu plus ce domaine-là, qu'est-ce qu'on cherche exactement dans une mine aujourd'hui? Bien, on cherche les différents métaux qui nous permettent de bâtir tout ce qu'on a comme ouvrage dans la société. Il y a beaucoup de métaux qui sont nécessaires à la transition vers les énergies vertes. Donc, on cherche à produire des métaux pour la construction, pour le pharmaceutique, pour on fait tout ce qu'on a besoin pour construire. Puis maintenant, on sait qu'il y en a aussi dans les dépotoirs. Exactement. Ben, il y en a même dans vos tiroirs aussi. C'est la mine urbaine qu'on vient exploiter. Donc, on fait souvent un petit sondage quand on parle aux gens combien vous avez de vieux ordinateurs, vieilles tablettes, vieux cellulaires, vieilles ampoules maintenant, même vieilles sonnettes. Tout est connecté maintenant. Puis souvent, quand ça devient désuet, on ne sait pas trop quoi faire avec. La mine urbaine, c'est un peu ça, en fait. Donc, tout le monde peut y contribuer. Puis à l'intérieur de ces déchets-là, effectivement, il y a énormément de métaux. Il peut y avoir du plastique, il peut y avoir autre chose, mais on dit qu'il y a jusqu'à 7% des réserves d'or mondiales qui sont dans les déchets électroniques aujourd'hui. C'est beaucoup. Puis en fait, en teneur, il peut y avoir jusqu'à 100 fois plus d'or dans un minerai de mine urbaine que dans ce qu'on extrait de la terre. C'est beaucoup plus concentré parce que ça a déjà justement été miné de la terre. Donc, nous, chez Enim, c'est vraiment notre objectif, c'est d'aller rechercher toutes ces ressources-là qui ont déjà été exploitées une première fois pour les revaloriser, les réintégrer dans une autre chaîne de valeur, que ce soit celle de l'électronique, que ce soit dans le domaine du luxe, que ce soit dans le domaine de la construction. C'est tout un beau potentiel, la mine urbaine. Puis, c'est mondial. En fait, c'est un terrain de jeu où il y a 62 millions de tonnes de déchets qui sont générés à chaque année. En 2050, on projette 120 millions de tonnes, donc vraiment énorme. Puis il y a malheureusement aujourd'hui, mondialement, seulement 22% des déchets électroniques qui sont revalorisés. Donc, il y a vraiment un gros potentiel aussi de croissance là-dedans. Pour tout ce qui est minerai dans les mines, alors comment, parce que moi, effectivement, je suis à l'ancienne avec une pioche et de la dynamite, comment que ça marche aujourd'hui?
Ben, il y a encore de la dynamite, oui. Bon, les outils se sont un peu raffinés. Par contre, il y a une grande volonté de numériser cette industrie-là aujourd'hui parce qu'on doit ramener des processus vers quelque chose de plus... tout le monde rêve du smart mining, on veut se diriger vers là. La grande vision, c'est la mine autonome. C'est la mine où il y a le moins possible de personnes impliquées dans les opérations à risque, parce que c'est quand même assez risqué comme secteur d'activité. Donc, cette vision-là, sur quelques décennies encore, de ramener la mine vers quelque chose d'autonome où il y a moins de personnes, passe par différentes phases de numérisation, d'autonomisation des différents processus. Donc aujourd'hui, c'est une approche qui est bloc par bloc, des petits incréments technologiques pour arriver à cette grande vision-là. Nous, on s'inscrit là-dedans dans numériser en fait les analyses géologiques, donc les rendre rapides pour que l'échantillon soit produit, l'échantillon soit analysé et que sa donnée soit valorisée très rapidement parce qu'elle doit permettre une prise de décision dans les plus courts délais possibles. On parle d'échantillons, mais là, si on recule là, pour que je visualise la bonne chose, l'échantillon, tu l'as pris où? L'échantillon, tu l'as foré. Tu as fait une carotte de forage. Avec une pioche. Avec une grosse pioche qui tourne, oui, okay. Genre de pioche qui est une foreuse. Donc, on va aller chercher un cylindre de roche dans le sous-sol à quelques centaines de mètres, quelques milliers de mètres à l'occasion. On est capable de se rendre en kilomètres avec une foreuse? On est capable d'aller jusqu'à 3 kilomètres. C'est faisable. C'est très long. Donc, on va aller chercher ce cylindre de roche-là. Après, on va l'observer visuellement avec notre œil d'humain. Donc, c'est une toute petite partie, c'est un faible pourcentage de l'information qui est disponible, mais bon, nos yeux d'humain sont ce qu'ils sont. Et puis ensuite, on prépare l'échantillon et là, on attend le retour du laboratoire. L'enjeu dans tout ça, c'est que ça doit continuer entre-temps. On ne peut pas attendre. La mine ne va pas arrêter ou l'exploration ne va pas arrêter parce qu'on attend le résultat. On va prendre certaines décisions quand même avec des assumptions qui sont basées sur ce qu'on a observé. Parce que là, on est loin aussi, j'imagine. En tout cas, au Canada, j'imagine qu'on est dans le nord. On est potentiellement loin du dit laboratoire. Donc, on a une machine qui est, je me l'imagine, très grosse parce qu'elle est capable de forer à plusieurs milliers de mètres dans le sol. Puis là, elle va attendre des semaines ou qu'est-ce qu'elle va faire pendant ce temps-là? La foreuse, elle risque fort bien de continuer. Et c'est une des parties du problème, c'est qu'on continue sans vraiment savoir si on doit continuer. Parce qu'on n'a pas l'information. Donc là, on a deux choix. On arrête la foreuse, ce qui n'est pas très tentant parce que ça coûte cher de l'heure, on ne veut pas l'immobiliser, on veut qu'elle produise, ou on continue à forer. Donc si on fore, on peut forer, puis on est dans une bonne zone, ou on peut forer dans une zone où on aurait dû arrêter. Donc, c'est là qui est toujours un peu la décision qui doit être prise rapidement. Est-ce qu'on continue à forer? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on déplace la foreuse vers le prochain site de forage? Auquel cas, on aurait pu avoir raison parce que c'était pas une bonne cible ou on aurait pu avoir tort et là, il faut revenir. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment des éléments du procédé, en fait, en termes d'échantillonnage, dans la manière, je dirais, traditionnelle de revaloriser les déchets électroniques qui est semblable. Les fameuses carottes dont tu parles, que je ne connaissais pas il y a 2 ans, c'est essentiellement la manière aujourd'hui. Là, si je fais le petit chemin rapide, on a un déchet électronique. Nous, vraiment, ce qu'on revalorise, c'est la carte à l'intérieur, la carte verte, où on voit l'or, justement. On voit le cuivre, on va voir les imprimés dessus. La plupart du temps, aujourd'hui, ce sont des recycleurs. Moi, je les appelle des agrégateurs là, qui vont vraiment, dans le fond, aller chercher des lots dans des écocentres, etc., puis qui vont en ramasser suffisamment. Ils vont normalement les broyer pour ensuite les envoyer. Aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais la manière de revaloriser les déchets électroniques, c'est via des fonderies, en fait. Ils vont faire des échantillons, ils vont donner déjà une espèce d'aperçu de ce qu'ils croient qu'il y a dans le lot en question. Puis nous aussi, ça prend 3 à 4 mois au recycleur pour être payé complètement, en fait, puis de savoir exactement ce qu'il y avait dans son lot. Nous, on se démarque avec une méthode qui est différente où on va venir microniser, donc vraiment rendre très, très, très petit l'ensemble de ce qu'on reçoit en carte de circuit imprimée, puis on va l'évaluer de A à Z. On va l'échantillonner au complet avec, entre autres, des procédés qui sont liés à l'IA. Et puis là, on va vraiment essayer de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur du lot en question pour rapidement pouvoir communiquer avec nos partenaires et puis transformer ces cartes de circuit imprimées-là en métaux en 24 heures, en fait. Donc, on a vraiment une ambition d'aller beaucoup plus vite, entre autres, grâce à ces innovations-là. Le temps est toujours un élément clé. Le temps, c'est de l'argent pour vrai. Ça convainc bien, hein? Oui, puis je pense que dans les deux mondes, en fait, une des clés aussi, c'est la confiance. D'avoir confiance en l'échantillon, d'avoir confiance en la méthodologie qui est utilisée. La méthode que tu décris de carotte,
moi, de ce que je comprends, c'est une méthode qui est utilisée depuis très, très longtemps. Nous, on va arriver avec une innovation qui est utilisée dans d'autres secteurs, mais qui ne l'est pas dans les déchets électroniques. Il y a un certain conservatisme de ce côté-là. Donc, il va vraiment falloir montrer patte blanche, puis aller gagner la confiance des gens, même si c'est scientifique de A à Z. Là. On parle d'économie circulaire, ou en anglais cradle to cradle. On cherche de berceau à berceau, on cherche à créer quelque chose qui va avoir une vie utile. Puis ensuite, quand il va avoir fini, il va retrouver son prochain berceau, puis il va avoir une vie utile. Puis effectivement, si la fin de vie, c'est juste dans un dépotoir, ben on peut se dire, au moins, il est concentré là. Un jour, on va être capable de faire quelque chose avec. Mais en ce moment, la réalité, c'est il se retrouve pas nécessairement là. Puis en plus, s'il se retrouve là, il se retrouve à travers un paquet d'autres choses, de la nourriture, du plastique, des vêtements. Donc, on réduit l'efficacité d'aller chercher un gisement. Donc, ça prend quelqu'un qui dit, moi, je vais créer un nouveau chemin pour ça. En fait, si les déchets sont mal gérés, ça vient polluer les terres, ça vient contaminer, en fait, d'autres zones où on peut plus... ça vient polluer les milieux agricoles, il y a des maisons qui ne peuvent pas être construites dans ces endroits-là. Donc, l'eau, exact. Souterraine, dans le meilleur monde, ça fait comme tu dis, c'est concentré dans une mine urbaine, dans un dépotoir, mais dans le moins meilleur monde... La vérité, c'est que ça va dans le réseau d'eau. Ou même que ça va s'en aller justement dans des pays qui sont sous-développés ou à l'inverse, dans des pays qui n'ont pas de mine ou qui n'ont plus de mine. Entre autres, là, je pense au Japon, à la Corée. La Chine en a, mais elle a compris qu'il y avait une énorme valeur dans ces déchets-là. Donc, c'est un peu fou aujourd'hui que on parle beaucoup de l'or, mais il y a du cuivre, il y a du palladium, il y a de l'argent, il y a de l'étain, du plomb. Donc, que toutes ces richesses-là s'en aillent, en fait, à l'étranger pour être valorisées, dans le fond, au profit de d'autres pays. Là. Donc, en termes d'empreinte carbone, c'est pas optimal d'envoyer ça de l'autre côté de la planète, mais en plus, on perd vraiment des richesses ici. Enfin, alors qu'on investit des milliards de dollars pour aller extraire moins dans la terre. Alors que tout le monde ici qui nous écoute, vous pouvez contribuer, en fait, en contribuant à la mine urbaine puis en trouvant des manières que ça soit revalorisé de manière responsable. J'ai l'impression de comprendre que c'est beaucoup de reconnaissance d'images, que vous allez regarder un circuit ou un minerai, puis avec l'image, qu'on pourrait trouver des choses qu'un œil humain ne verrait pas. Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres techniques où on va transformer l'image, je ne sais pas, regarder tout ce qui est thermique, tout ce qui est infrarouge, par exemple, peut-être plus pour la roche. Comment vous l'utilisez concrètement dans votre entreprise? Il y a effectivement beaucoup d'analyses d'images. C'est sûr que nous, on prend 1 à 2 térabytes de données par jour pour une session de travail qu'on doit analyser. Donc oui, c'est de l'information qui n'est pas accessible à l'œil qu'on va traiter. Donc, il y a une certaine portion qui est la reconnaissance de forme. Donc, on regarde des images couleurs, on détecte des fonctions spatiales. Mais la plupart, c'est de l'analyse de données hyperspectrales. Donc là, on va regarder le spectre en chaque petit point sur notre roche et on va interpréter avec des bases de données le type de minéraux qu'on retrouve en chaque pixel. On découpe. Par spectral, là, on parle d'infrarouge jusqu'à rayon X, tout ça? Ultraviolet. Pas rayon X, on va parler de ultraviolet. Non, dans les minéraux, c'est moins utilisé. On va parler du visible jusqu'à l'infrarouge presque thermique. Donc, 400 nanomètres à environ 12 microns. Donc, c'est là qu'il y a... chaque plage spectrale est diagnostique pour une certaine famille minéralogique. Parce qu'il y a des propriétés qui frappent aux yeux une fois qu'on les regarde avec la bonne paire de lunettes, c'est ça? Exactement. De la roche, là, on peut regarder des centaines de mètres de carottes de forage et ça peut être gris très, très longtemps. Ça peut être beaucoup gris. Donc, quand on la regarde avec nos yeux, on voit gris. Quand on la regarde avec les différentes caméras, selon les bandes spectrales, on va voir un arc-en-ciel de différentes phases chimiques, minérales. Donc, qui sont les indices de ce qu'on cherche. Oui, parce que j'imagine que c'est rare d'avoir une carotte de forage puis de se dire « Oh, là, il y a de l'or dans ma carotte. » C'est impossible. C'est impossible. Okay. C'est plus possible, malheureusement. C'était possible à l'époque. Et peut-être des cas exceptionnels là, où on frappe vraiment dans la veine. Quand on frappe, on fort dans une veine, on peut arriver à avoir des indices visuels, mais ce qui est rarement le cas parce que, on va forer sur tout le territoire et on va chercher, on fore souvent à côté de la veine. Donc, ce qu'on a besoin, c'est les indices dérivés qui indique par les différentes altérations minéralogiques qu'on va observer qu'il y a dans les environs un potentiel dépôt.
C'est quand même semblable, je dirais, du côté des déchets électroniques. Je reconnais certaines choses. Là. Il y a vraiment une évolution dans les dernières années. Bon, à la base, là, je parlais avec des recycleurs finlandais qui me disaient encore aujourd'hui qu'il y avait des dames qui avaient supposément là, des espèces de qualité spéciale juste au toucher pour être capable de voir à peu près c'était quoi la valeur des cartes de circuits imprimés, d'essayer de les classer d'une certaine manière. Mais c'était vraiment ça, c'est de l'intelligence non artificielle. J'étais, wow, très, très impressionné par ça. Puis il y en a qui ont encore très confiance en cette méthodologie-là. Mais le défi après, c'est que souvent, de toute façon, à moins vraiment d'attraper un lot qui est de, je sais pas, là, 200 000 téléphones qui viennent de la même compagnie, les cartes de circuit imprimé, elles sont toutes différentes, dépendamment de l'année, même d'un iPhone, du même iPhone, un autre, le iPhone 16 au départ versus l'iPhone 16 qu'on va avoir 6 mois plus tard, il va avoir une constitution qui va être différente, un peu moins d'or, un peu moins de cuivre. Au début, on va être certain que la performance est optimale, puis par la suite, on réussit à justement trouver des manières de sauver un petit peu de sous. Donc, et en plus, si on se souvient, les recycleurs viennent broyer tout ça, donc ça devient une espèce de soupe géologique différente, refaite un peu. Donc, la manière aujourd'hui traditionnelle de regarder à l'œil, d'évaluer, puis selon des tendances, de dire ah, ça vaut à peu près ça. Les recycleurs aujourd'hui sont dans le noir. Ils vont vraiment avec leur historique, leurs données passées, d'arriver avec des méthodes où on va vraiment venir analyser de fond en comble ce qu'il y a, que ce soit au niveau visuel, mais vraiment au niveau sinon de faire des tests un petit peu plus poussés. C'est ce qui s'en vient. Toute l'équipe ENIM, on essaie, une des forces qu'on a dans l'équipe, je dirais que c'est aussi d'amener des innovations qui sont établies, éprouvées de d'autres secteurs pour les amener dans notre secteur. L'innovation, c'est aussi ça. Fait que super intéressé de l'intelligence artificielle. Puis, a priori, ben, c'est ça, c'est de voir, là, je dirais que si on part, premier truc auquel on réfléchissait, c'est de trouver, quand on va avoir des partenariats pour aller tenter d'aller au-delà du 22 % qui est recyclé aujourd'hui, puis de faire des partenariats avec des joueurs, de trouver des endroits avec l'IA où il y en a beaucoup de la mine urbaine, où il y a beaucoup de gens qui peuvent le revaloriser. Fait que ça, c'est un endroit. Deuxième, j'en ai parlé, c'est pour essayer de voir la teneur, en fait, de ces déchets-là. Puis par la suite, bien là, on poursuit, en fait, là, dans l'optimisation de notre procédé aussi. C'est une soupe là, avec un petit peu d'acide, un petit peu de base. On veut réutiliser notre solution, notre eau, pour ne pas la rejeter. C'est vraiment réutiliser un peu comme un spa, une piscine. Là, on rajoute un peu de poudre de perlimpinpin. Il faut la trouver, cette poudre-là, avec des analyses vraiment poussées pour pouvoir vraiment bien le réutiliser. Ensuite, il y a l'entretien préventif des machines qu'on va avoir. Ça peut être super intéressant un peu plus loin. Toute la chaîne logistique après pour venir optimiser en fonction du temps, en fonction de la circulation dans les routes, à quel moment on va pouvoir trouver le meilleur moment pour envoyer le matériel. Il y a de l'intelligence artificielle en affaires aussi, de se dire, OK, l'or, le cuivre, le palladium, est-ce que ça monte ou ça descend selon les marchés présentement? Puis moi, dans mon domaine aussi, là, que ce soit même au niveau juridique, au niveau marketing, il faut faire attention. Il y a des normes éthiques, des éléments de confidentialité, mais il y a des trucs à faire avec ça aussi. Donc, ça va vraiment de tous les côtés. Puis je pense qu'on le voit à point. Puis l'ironie de la chose, je me faisais la réflexion ce matin, c'est qu'on voit les centres de données, on voit l'intelligence artificielle. Ça prend quoi, ça? Ça prend des très, 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 très grosses cartes de circuits imprimés avec beaucoup de métaux. Fait que là aussi, il y a comme un cercle infini qui se perpétue là-dedans. Là. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de données, mais les données, nos clients nous disent régulièrement, ils disent, OK, c'est beau, là, tes terabytes de données, là, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ça prend l'infrastructure pour tout traiter ça. Il faut les stocker et il faut savoir quoi en faire aussi. Parce qu'on est dans un time frame toujours de plus en plus serré, avec des données de plus en plus lourdes, qui ont possiblement bien d'informations cachées, mais il faut l'interpréter. Puis il va y avoir une réponse à la fin. Les clients, ils veulent casser de la roche, ils veulent sortir du métal. Ils ne veulent pas traiter des données. C'est une simplification, là, mais c'est souvent ce qu'ils nous disent, c'est nous, on casse la roche. Okay, fait que là, c'est beau, là, ton gros serveur avec 200 terabytes de données perspectrales, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Puis c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle la technologie qu'on essaie d'implémenter, ben, nous, on est un peu un nouveau joueur là, qui rentre dans le marché avec une solution qui essaie de combattre différentes solutions qui sont là depuis 10, 15 ans, qui essayent de percer le marché, mais qui n'y arrivent pas. Et je pense qu'une partie de la clé, c'est ça. C'est comment donner une signification plus applicable à ces données-là. Parce que, bon, il faut que les gens soient capables de prendre une décision rapidement. Nous, on travaille avec des outils numériques qui permettent d'ajouter une couche d'interprétation supplémentaire qui, bon,
c'est beau les différents minéraux, là, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que je fore ou je fore pas? C'est ça la question qu'on veut. On est dans l'aide à la décision. C'est bien beau de visualiser différemment. OK, si je le regarde avec tel spectre, ben, je vois telle information. OK, mais je fais quoi maintenant? C'est ça que vous offrez à vos clients, c'est ça? C'est ça la réponse qu'on doit offrir aux clients pour que cette technologie devienne pertinente. Mais c'est compliqué, hein? La résistance au changement, je trouve ça intéressant. Souvent, ces mêmes clients-là, ou nous, nos fournisseurs ou nos clients, vont se plaindre d'une réalité. Puis là, tu arrives avec une innovation, puis là, ils essaient toujours de le convertir avec leur réalité dont ils se plaignent. Donc, encore là, il faut trouver la manière en gestion de changement pour parler le même langage, que c'est les amener à évoluer, en fait, doucement là, pour que nos technologies, nos innovations deviennent pertinente et compréhensible, je dirais, pour ces mondes-là qui existent. Le domaine minier, ça existe depuis Mathusalem. La gestion des déchets métalliques, électroniques, il y avait des cours à scrap avant, ça date de très longtemps aussi. C'est des milieux qui sont établis, conservateurs. Donc, c'est un gros défi, je pense, en même temps d'arriver avec... Il faut arriver avec une solution pour leur dire « Ah, puis ça va pas faire mal parce que tu vas voir, ça va se faire comme ça. » C'est ça. Il faut trouver une manière concrète, je pense, de rattacher ça à quelque chose qu'ils connaissent. Sinon, c'est trop loin de la réalité. Les gens ont toujours peur de perdre leur emploi, Exact. de changer, mais bon, je pense que l'histoire l'a prouvé plusieurs fois. L'ordinateur n'a pas fait perdre d'emploi au comptable. Ça n'arrive pas, ces effets-là. La robotique ne fait pas perdre d'emploi dans le marché. On est encore en plein emploi, puis on manque de main-d'œuvre. Puis on parle du modèle. Il y a des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire qui maintenant deviennent possibles. Nous, dans notre domaine, un de nos gros différenciateurs aussi, c'est la traçabilité. Oui, la faible empreinte carbone, l'impact sur la biodiversité. On est 70% plus vert qu'une fonderie, 97% plus vert que l'extraction primaire quand on regarde au niveau de l'empreinte carbone. Mais d'offrir des produits qui sont traçables de A à Z, bien, justement, encore une fois, l'IA vient aider à ça. Là, on travaille avec un fournisseur québécois là-dessus, justement, pour développer toute une méthodologie. On utilise des logiciels pour pouvoir tracer minimalement de la mine urbaine, donc du recycleur. Des fois, on peut reculer 2-3 étapes derrière. D'où viennent ces métaux-là, ces plastiques-là? L'or n'était pas tracé, peu importe où ça venait, avant 2012. Donc, on ne pouvait pas dire si ça venait d'une source éthique, on ne peut pas dire si ça venait d'un mini artisan, puis où c'était refondu. Et maintenant, ça l'est? Et là, il y a des normes maintenant depuis 2012. Puis nous, ben, pour l'or. Mais le même principe pourrait s'appliquer à différents métaux. Ouais. Pourquoi juste pour l'or? Parce que c'est celui qui a le plus de valeur. Je pense que c'est ça, pas, entre autres. Puis c'est aussi un qui était très, très polluant, où il y avait les droits humains qui étaient les plus, je dirais, affectés. Mais je pense que ça va venir. Puis justement, cette technologie-là, l'intelligence artificielle, va venir contribuer à rendre ça concret, alors que beaucoup de gens avant disaient c'est impossible, on ne peut pas le faire. Comment réduire son impact environnemental? Quels sont les 5 conseils qu'on pourrait donner aux gens de « Ok, je vais faire attention, mon entreprise, j'aimerais m'inscrire dans cet impact positif-là. Qu'est-ce que je mets en place demain? » C'est une question large. Mais moi, en fait, je pense que c'est souvent des petits gestes qui font la différence. Souvent, on dit à un éléphant, ça se mange un morceau à la fois. Là, je pense qu'il faut être très ambitieux, avoir une vision long terme très, très ambitieuse. Puis après, c'est de trouver des petites victoires au quotidien, je pense, qui nous amènent au moins dans cette direction-là, en gardant en tête que le monde est en mouvance aussi. Donc, si on essaie de développer puis d'attendre d'avoir une solution parfaite avant de la déployer, je pense qu'il va être trop tard. Donc, de la même manière, moi, je dirais que d'un point de vue individuel, dans mon monde à moi des déchets électroniques aujourd'hui, je dirais de trouver une manière. Des fois, on les garde à la maison, les déchets électroniques, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Des fois, c'est parce qu'on a une nostalgie. On se dit, bon, ça pourrait, un vieil ordinateur, je pourrais même le mettre comme décoration dans quelques années. Ça peut être aussi parce qu'il y a des données à l'intérieur qui sont contenues puis qui sont sensibles. Donc, il y a des solutions à tout ça. Dans mon monde concret des déchets électroniques, je dirais de trouver des manières, gain de confiance pour pouvoir les revaloriser de manière responsable. Puis derrière, comme citoyen aussi, je dirais, c'est de mettre de la pression sur les entreprises. Donc, de sélectionner des entreprises qui ont des approches qui sont durables là-dessus. Il y a de plus en plus, justement, de rapports environnementaux, sociaux qui viennent un petit peu expliquer ce qui est fait derrière. Donc, nous, je pense qu'on amène des solutions intéressantes de ce côté-là. Puis, ultimement, encore une fois, moi, je crois beaucoup aux politiques, au législatif. Donc, il y a des normes, des règles internationales, locales pour venir baliser un petit peu le tout. Fait que ça part
de l'individu, puis après ça, ça peut se déployer au niveau collectif. Puis le Québec, je pense encore une fois qu'on a plein de beaux outils pour faire ça. C'est peut-être un peu cliché, mais moi, je dirais juste d'utiliser moins de ressources. Absolument. L'industrie minière est capable d'aller chercher énormément de ressources, mais l'idée, c'est le moins on a besoin d'aller en chercher, soit parce qu'on en mine des ressources déjà utilisées ou peut-être la technologie pourrait éventuellement miner aussi les parcs à résidus des mines. Tu sais, c'est pas une mine urbaine, c'est une mine Il y a d'autres applications secondaire, effectivement. je ne sais pas comment l'appeler. Mais d'aller en chercher moins. Puis si à la fin de la journée, on est capable d'éviter la construction d'une mine, ben, je pense qu'on a gagné. Mm-hmm. C'est quoi vos prochains défis? Avec tout ce que vous avez mis en place cette année, beaucoup de belles évolutions, qu'est-ce que vous visez pour l'année prochaine? Croissance, amener la petite conversion qui manque à l'industrie minière. On a touché à tous les early adopters, donc ceux qui ont fait le premier pas vers la technologie. La deuxième vague qui va nous amener à un niveau de commercialisation plus grand, ça va être de convaincre ceux qui sont moins peut-être tech-friendly. Donc, cette technologie-là peut effectivement leur amener des bénéfices économiques et opérationnels. De notre côté, je dirais que c'est lever le financement pour la première usine commerciale, qui serait normalement la première de plusieurs autres. Puis pour ça, c'est de continuer à établir des liens de confiance tout au long de la chaîne de valeur. Donc, d'un côté, avec les recycleurs, les agrégateurs, puis d'avoir des lettres d'entente avec elles. Ça va très, très bien. Je pense qu'on a un beau message. De l'autre côté, c'est de trouver aussi des lettres d'entente. Puis on va avoir des belles nouvelles, je pense, annoncer bientôt pour nos extrants, nos coproduits. Donc, l'or, le cuivre, mais aussi le gyps qu'on va produire, les acides qui vont être là, qui vont être à faible empreinte carbone, qui vont être traçables. Donc, nous, on espère, puis c'est déjà le nouveau marché qu'on voit venir, aller chercher ce qu'on appelle un greenium, donc une prime verte sur nos produits grâce à ça. Puis ça vient vraiment sécuriser le modèle financier, les investisseurs, qu'ils soient gouvernementaux, institutionnels ou des entreprises privées, des stratégiques. Donc, ça va être une belle année, je pense, pour Enim, dans un monde qui est en pleine mouvance, en plein changement. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange super enrichissant, Simon et Gabriel. Merci aussi à nos auditeurs qui nous écoutent. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour suivre les prochaines discussions autour de l'IA et de l'innovation. C'était Rémi et Laetitia d'Explorer. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à tous. On vient d'explorer deux façons dont l'IA révolutionne l'exploitation des ressources et leur réutilisation. Si on faisait un parallèle, c'est un peu comme cartographier un territoire. L'ITologique dessine la carte des ressources cachées en rendant la prospection plus précise et moins destructrice. Enim trace le chemin du recyclage en garantissant que chaque matériau trouve une nouvelle vie avec une empreinte réduite et une origine transparente. D'un côté, mieux exploiter ce que la Terre nous offre. De l'autre, réutiliser intelligemment ce qu'on en a déjà extrait. Deux visions complémentaires qui montrent que l'IA peut réconcilier industrie et durabilité.